Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les nations de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou Alliance de l'OTAN, ont soutenu l'Ukraine. Et elles ont manifesté leur soutien de différentes manières, beaucoup envoyant des lots d'armes essentielles au pays pour l'aider à repousser les attaques russes répétées. Cependant, malgré les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine n'a pas été autorisée à rejoindre l'Alliance, et bénéficier de tous les avantages de l'adhésion. Mais cela va changer. Lors d'un sommet récent, impliquant plusieurs dirigeants européens clés, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Les dirigeants ont réaffirmé avec force leur soutien à l'avenir de l'Ukraine au sein de l'OTAN, confirmant que le pays finira par rejoindre l'Alliance. Malgré les objections du président russe Vladimir Poutine, la nouvelle a été annoncée lors du sommet du groupe Bucarest 9 et du sommet nord-européen dans la capitale lituanienne, Vilnius, le 2 juin. Qui était présent ? Cela comprenait des dirigeants de plusieurs pays d'Europe du Nord, comme la Suède et la Finlande, ainsi que des représentants des 9 membres de l'organisation Bucarest 9, ou B9. B9 a été créé en 2015 à Bucarest, en Roumanie, unifiant 9 nations membres, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Sa création était une réponse à l'agression perçue de la Russie à l'époque. En 2014, la Russie avait pris le contrôle de la Crimée par la force, l'annexant à l'Ukraine. Il est compréhensible que les pays du B9, tous géographiquement et historiquement proches de la Russie, craignaient que leur territoire puisse être ciblé à l'avenir. Ils ont donc uni leurs forces en organisant des réunions régulières et en partageant des informations. Ce sommet particulier a été organisé pour permettre aux pays du B9 et aux nations d'Europe du Nord d'aligner leurs positions de sécurité respectives et de renforcer la coopération le long du flanc est de l'OTAN. Et discuter de la manière dont ils pourraient continuer à soutenir et à aider l'Ukraine avant le prochain sommet de l'OTAN, prévu à La Haye, du 24 au 26 juin. Le président Zelensky était également présent, et une grande partie des discussions était centrée sur l'Ukraine et son avenir. Après avoir écouté Zelensky et discuté entre eux, les dirigeants du groupe B9 et d'Europe du Nord étaient totalement d'accord. Ils se sont engagés à continuer le soutien politique, militaire, économique et humanitaire à l'Ukraine, visant à assurer la paix dans la région à long terme. Les présidents du sommet, dont le président de la République de Lituanie, Gitanas Nausėda, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, et le président de la Roumanie, Nicolas Dan. Après la réunion, tous les dirigeants ont partagé une déclaration détaillée, présentant les sujets abordés et les conclusions auxquelles ils sont parvenus. La déclaration a souligné à plusieurs reprises la menace constante que représente la Russie et l'importance d'une riposte forte et unifiée de l'OTAN contre Poutine. Nous sommes réunis à un moment crucial, l'environnement sécuritaire se détériorant. Alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine fait des victimes, cause des souffrances aux civils et viole les normes et accords internationaux. La Russie demeure la menace la plus importante, à long terme et directe pour la sécurité euro-atlantique, et l'OTAN doit encore adapter son approche vis-à-vis de la Russie. L'Alliance doit être prête à toutes les éventualités possibles. La déclaration a poursuivi en évoquant la puissance et l'importance de l'Alliance de l'OTAN, ainsi que la responsabilité partagée de ses membres de se protéger mutuellement et de promouvoir la paix à travers le monde. Elle a également mis en avant les engagements des membres présents envers la cause, en notant qu'ils progressaient tous progressivement vers l'objectif de consacrer au moins 5% de leur produit intérieur brut respectif à la défense et aux investissements liés à la défense, ainsi que la promotion d'une industrie de défense transatlantique forte, avec une production plus rapide, des achats plus intelligents et une collaboration internationale accrue. La déclaration a également condamné l'agression de la Russie, tout en dénonçant plusieurs pays ayant soutenu la cause du Kremlin, comme l'Iran, la Chine, la Biélorussie et la Corée du Nord. Plus importante encore, elle a de nouveau réaffirmé le soutien commun de toutes les nations à l'Ukraine. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la souveraineté indépendante et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières reconnues internationalement. L'intégrité territoriale est un principe fondamental et irremplaçable du droit international, qui doit être respecté et toujours protégé. Nous réaffirmons que la sécurité de l'Ukraine fait partie intégrante de la sécurité de la région euro-atlantique. Nous continuerons notre soutien politique, militaire, économique et humanitaire afin de placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible pour parvenir à une paix globale, juste et durable. Sur la base des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, c'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine.
Mais ce n'était pas la déclaration la plus importante issue du sommet. Non. Cette déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, répondait à une question sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. D'ici 2030, il a été sans équivoque dans sa réponse. Nous construisons ce pont, en ce moment même, avec le commandement à Wiesbaden et en Pologne. JTEC, qui recueille toutes les leçons. Et bien sûr, toute la coopération en cours entre les pays de l'OTAN et l'Ukraine. Une déclaration claire qui devrait secouer le Kremlin, jusqu'au bureau de Vladimir Poutine. Poutine s'est constamment opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car la Russie est profondément préoccupée par l'idée d'avoir des forces de l'OTAN si proches de ses frontières. Il a même affirmé que la menace de l'expansion de l'OTAN était l'une des principales raisons de l'invasion de l'Ukraine elle-même. En effet, en février 2022, quelques semaines avant le début de l'invasion, Poutine a prononcé un discours mettant en garde contre les risques que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Dans ce discours, il a déclaré, comprenez-vous cela ou non ? Si l'Ukraine rejoint l'OTAN et tente de reprendre la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit armé avec la Russie. Bien sûr, les potentiels de l'OTAN et de la Russie ne sont pas comparables. Nous le comprenons. Mais nous comprenons aussi que la Russie est l'un des principaux États nucléaires, et sur certains aspects modernes, elle surpasse même beaucoup d'autres. Il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez entraînés dans ce conflit malgré vous. De plus, depuis lors, l'idée de pourparlers de paix ou d'un possible cessez-le-feu dans la guerre a été évoquée. Poutine et d'autres responsables du Kremlin ont à plusieurs reprises exigé que l'Ukraine soit interdite de rejoindre l'alliance de l'OTAN. En juin 2024, par exemple, le président Poutine a déclaré que la Russie proposait une offre de paix concrète et réelle à Kiev. Dans cette proposition, Poutine a exposé ses conditions. Dès que Kiev accepte ces conditions, accepte de retirer complètement ses troupes des régions de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, de Zaporizhia et de Kherson, et lance effectivement ce processus. Nous sommes prêts à entamer des négociations sans délai. Je répète, notre position principale est la suivante. Le statut neutre, non aligné et non nucléaire de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. Vladimir Poutine a réitéré ses exigences récemment. Un responsable russe a déclaré que Vladimir Poutine est prêt à faire la paix, mais pas à n'importe quel prix. Il semblerait que le président russe veuille une promesse écrite des grandes nations occidentales de ne pas élargir davantage l'alliance de l'OTAN vers l'Est, en direction de la Russie. Cela exclurait effectivement l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, ainsi que pour d'autres pays ayant manifesté leur intérêt à rejoindre l'alliance, comme la Géorgie, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine. Poutine souhaite également que l'Ukraine soit déclarée comme un État neutre, sans alignement avec des nations occidentales comme les États-Unis ou certaines parties de l'Europe de l'Ouest. Ainsi, elle ne pourra pas être utilisée contre la Russie à l'avenir. On comprend aisément pourquoi Poutine formule ces exigences. Si l'Ukraine finissait par rejoindre l'OTAN, cela représenterait un échec massif dans l'histoire de son leadership jusqu'à présent. Cela rapprocherait l'Alliance, considérée comme l'une des plus grandes menaces pour l'avenir de la Russie, encore plus près de ses frontières. Avec la Suède et la Finlande, qui ont récemment rejoint l'OTAN, la première en mars 2024 et la seconde en avril 2023, l'Alliance s'est rapprochée de plus en plus de la Russie, exerçant progressivement une pression sur le Kremlin et limitant toute possibilité d'invasion ou de gains territoriaux. Elle pourrait tenter de le faire à l'avenir. Il semble, pour l'instant, que la Russie n'acceptera aucun accord de paix, à moins que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne soit totalement exclue. Mais d'après les propos de Mark Rutte, l'OTAN ne compte pas reculer sur ce point. L'Ukraine fera partie de l'Alliance. Il ne s'agit plus de savoir si cela va arriver, mais quand. Et le pays attend déjà depuis un bon moment. En fait, c'est dès 2008, lors du sommet de Bucarest, que les dirigeants de l'OTAN ont décidé que l'Ukraine deviendrait un jour membre de l'Alliance. Et c'est peut-être à ce moment précis que Poutine a commencé à mettre ses plans à exécution, annexant finalement la Crimée en 2014 avant de lancer l'invasion à grande échelle en 2022. Il n'est pas rare que le processus d'adhésion d'un pays à l'OTAN
prennent plusieurs années et le délai varie énormément d'un pays à l'autre. Dans le cas de la Finlande et de la Suède, par exemple, elles ont toutes deux demandé à rejoindre l'OTAN le même jour. Le 18 mai 2022, les dirigeants alliés ont accepté d'inviter les deux pays à rejoindre l'Alliance seulement quelques mois plus tard, en juin 2022, et ils faisaient à tous deux partie de l'Alliance en moins de 2 ans. Parfois, cela prend bien plus de temps. Le Monténégro a été invité pour la première fois au plan d'action pour l'adhésion à l'OTAN, plan d'action pour l'adhésion, en 2009. Il a entamé les négociations d'adhésion. À la fin de 2015, a signé le protocole d'adhésion en 2016 et est officiellement devenu membre en 2017. Le processus a donc duré environ 8 ans. La République de Macédoine a dû patienter plus de 20 ans avant de rejoindre l'Alliance. Elle a rejoint le plan d'action pour l'adhésion en 1999, mais n'a entamé des discussions d'adhésion avec les dirigeants de l'OTAN qu'en 2018 et est finalement devenue un membre à part entière de l'OTAN en 2020. Il est donc impossible de préciser le délai exact pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Il est très probable que toute discussion ou accord d'adhésion n'aura lieu qu'après la fin de la guerre, ou du moins après l'établissement d'un cessez-le-feu d'une certaine sorte. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a continué à pousser pour accélérer le processus. En fait, en 2022, peu de temps après le début de l'invasion, l'Ukraine a soumis une demande pour une entrée accélérée de l'Ukraine dans l'OTAN. À l'époque, Zelensky affirmait que l'Ukraine avait déjà démontré qu'elle pouvait se conformer entièrement aux règles et aux valeurs de l'OTAN et qu'elle devrait être autorisée à suivre, dans les pas de pays comme la Finlande et la Suède qui ont toutes deux bénéficié d'un accès relativement rapide à l'Alliance. Zelensky est même allé jusqu'à dire qu'il démissionnerait de son poste de président de l'Ukraine si cela signifiait que le pays pouvait être admis dans l'OTAN. Ces déclarations ont été faites en février 2025, environ 3 ans après le début de la guerre. Et à la suite des déclarations du président américain Donald Trump, qui avait auparavant accusé Zelensky d'être un dictateur. Sans élection, Zelensky a déclaré « Si, pour parvenir à la paix, il faut vraiment que je quitte mon poste, je suis prêt. Je peux l'échanger contre une adhésion à l'OTAN sous certaines conditions. » Cela démontre à quel point l'Ukraine est désespérée et impatiente de faire partie de l'Alliance. Donc Zelensky et son peuple seront sûrement ravis d'entendre les récentes déclarations du sommet de Vilnius. Et il n'est pas du tout exagéré de dire que l'adhésion à l'OTAN serait un véritable bouleversement pour l'Ukraine. Le pays profiterait immédiatement de nombreux nouveaux avantages, protection et liens renforcés avec les alliés occidentaux. On peut dire que le plus important de ces avantages est l'article 5 de l'OTAN qui stipule « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre toutes. Et, par conséquent, elles conviennent que si une telle attaque armée se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, prêtera assistance à la ou aux parties ainsi attaquées, en prenant immédiatement, individuellement et de concert avec les autres parties, les mesures qu'elle juge nécessaires, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité de la zone de l'Atlantique Nord. Donc, en résumé, cela signifie que toute attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance, et que l'ensemble de l'Alliance répondra pleinement. Donc, si l'Ukraine avait déjà été membre de l'OTAN au moment de l'invasion russe en février 2022, cela aurait été considéré comme une guerre contre l'OTAN. Et chaque membre, des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par la France, l'Allemagne et toutes les autres nations alliées, riposterait, combattant aux côtés de l'Ukraine en tant que force collective pour contrer l'agression de la Russie. En effet, avec l'énorme puissance de feu du côté de l'OTAN, menée par la force militaire la plus puissante du monde, les États-Unis, la Russie n'aurait probablement jamais envisagé l'idée d'envahir l'Ukraine en premier lieu, malgré les fanfaronnades et les vantardises du président Poutine. La vérité, c'est que la Russie ne fait pas le poids face à l'OTAN, même à une époque où la Russie a intensifié le recrutement militaire, allant même jusqu'à offrir des paiements pouvant atteindre 40 000 $ à ceux qui rejoignent le combat, et prévoyant d'étendre son armée jusqu'à 1 500 000 membres en service actif. C'est une force relativement petite, comparée à l'OTAN, qui peut mobiliser plus de 3 400 000 soldats actifs, ainsi que des millions d'autres dans ses États membres, si besoin est. Les statistiques récentes montrent également que l'OTAN dominerait effectivement la Russie dans presque tous les domaines de combat.
Dans les airs, par exemple, l'OTAN compte plus de 22 000 aéronefs, ce qui écrase le total de la Russie, qui est juste en dessous de 4 300. L'OTAN dispose de bien plus de chasseurs, d'intercepteurs, d'avions de transport, d'avions ravitailleurs et d'hélicoptères que la Russie ne pourrait jamais en rassembler. Et elle submergerait facilement les forces armées aériennes russes, surtout avec l'aide de l'United States Air Force qui possède les avions de chasse et les bombardiers les plus rapides, furtifs et puissants de la planète. Au niveau C2, l'OTAN l'emporte sans conteste. Elle dispose de plus de 1100 navires militaires, soit plus du double du total de la Russie, qui en compte 419. Elle possède 16 porte-avions, alors que la Russie n'en a qu'un seul, ainsi que plus de 10 fois plus de destroyers et de frégates, en plus d'un nombre supérieur de patrouilleurs, de sous-marins et de dragueurs de mines. Sur le terrain, la Russie a longtemps été considérée comme l'une des principales puissances mondiales en termes de nombre de chars et de véhicules blindés. Et il est vrai que la Russie a de solides antécédents dans ce domaine, avec environ 5750 chars de combat au total, ainsi que des milliers de véhicules blindés et de pièces d'artillerie tractées et automotrices. Mais l'OTAN dispose encore de bien plus de puissance de feu, avec plus de 11 000 chars et des milliers de véhicules blindés. Même avec l'avantage du terrain et tout ce qui l'accompagne, il est extrêmement probable que l'armée russe plierait, s'effondrerait et périrait sous la puissance écrasante des forces de l'OTAN. De plus, la force de l'OTAN réside dans sa collaboration avec des stratèges militaires et des dirigeants issus de 32 nations membres. Tous en mesure de collaborer, d'échanger des idées, de partager des informations et de se soutenir mutuellement. C'est la force de collaboration la plus puissante que le monde ait jamais connue, dissuadant efficacement une autre guerre mondiale. Et même Poutine, avec toute sa fierté envers l'armée russe et l'augmentation des dépenses de défense année après année, serait insensé de s'opposer à une force d'une telle taille et puissance. Le seul domaine où la Russie peut rivaliser avec l'OTAN est celui des armes nucléaires. L'OTAN compte 3 puissances nucléaires, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. En combinant environ 5177 ogives nucléaires, la Russie possède un arsenal de taille similaire, avec des estimations autour de 5459 ogives nucléaires, y compris les ogives déployées, en réserve et retirées, en attente de démantèlement. Les chiffres exacts varient légèrement selon la source. Mais dans tous les cas, la seule façon pour la Russie de pouvoir faire face à une guerre avec l'OTAN serait de lancer des armes nucléaires. C'est quelque chose que même Poutine ne voudrait probablement pas, car dans une guerre nucléaire, il n'y a pas de vainqueur. Au lieu de cela, il y aurait une dévastation colossale et une perte de vies humaines énorme et sans précédent des deux côtés, partout dans le monde. Si l'Ukraine trouve un moyen de mettre fin à la guerre par la diplomatie, obtient un cessez-le-feu et devient membre de l'OTAN, en effet, elle sera bien moins exposée aux invasions ou agressions russes par l'avenir. La Russie devrait accepter que presque toute sa frontière orientale, de la Finlande au nord jusqu'à l'Ukraine au sud, en passant par l'Estonie et la Lettonie, serait composée de membres de l'OTAN, et strictement interdite pour toute opération militaire. La seule nation le long de la frontière qui ne ferait pas partie de l'OTAN à ce moment-là serait la Biélorussie, qui est l'un des très rares alliés solides qu'il reste à la Russie. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN apporterait également d'autres grands avantages au pays, en particulier à ses forces armées. Elle bénéficierait d'un accès inédit aux technologies militaires avancées, aux projets de recherche, aux programmes de formation et aux accords de partage de renseignements qui existent entre les nations membres de l'OTAN, ce qui renforcerait considérablement l'armée ukrainienne. Le pays devrait également respecter les normes de l'OTAN en matière de défense, de dépenses, d'investissement et de modernisation, ce qui pourrait apporter des améliorations indispensables en cas d'attaque future. Il y aurait probablement aussi un essor économique. Si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, d'autres pays seraient plus enclins à faire des affaires avec elle, car le pays serait perçu comme un partenaire commercial plus stable et plus sûr. Sans la menace constante d'une nouvelle agression russe, le peuple ukrainien bénéficierait inévitablement d'investissements majeurs et d'accords commerciaux. Cela renforcerait la qualité de vie de la population et aiderait l'Ukraine à se développer sur la scène mondiale, à exercer plus d'influence et peut-être même à rejoindre d'autres unions ou alliances comme l'Union européenne à un certain moment. En bref, ce serait extrêmement bénéfique à tous les niveaux. Et même si la Russie continuerait sûrement à s'y opposer, l'OTAN devrait rester ferme dans son engagement à intégrer l'Ukraine dans l'alliance dès que le moment sera venu. Maintenant, pour plus de détails sur la façon dont une guerre entre l'OTAN et la Russie pourrait se dérouler, et sur qui l'emporterait, consultez notre analyse heure par heure.
Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de mises à jour quotidiennes, fiables et approfondies sur la guerre en Ukraine et d'autres événements géopolitiques importants à travers le monde.